Dans le vaste théâtre de l'histoire romaine, peu de noms évoquent un mélange aussi contradictoire de respect et de répulsion que celui de Tibère César Auguste. Lorsque les anciens chroniqueurs écrivaient sur lui, ils ne pouvaient pas s'empêcher de diviser leur plume en deux tons, celui du général brillant qui assura les frontières de l'Empire et celui du monstre qui plus tard sema la peur et le dégoût dans chaque recoin de Rome. Pour comprendre la profondeur de sa chute, nous devons commencer au moment où il était encore perçu comme un héros, un homme forgé dans l'acier des campagnes militaires et dans la discipline des armées. Tibère était le fils adoptif d'Auguste, le premier empereur, et dès son jeune âge, sa vie fut marquée par l'ombre d'un destin qu'il n'avait pas choisi. Rome le considérait comme l'héritier idéal, celui qui garantirait la continuité de la dynastie julio-claudienne. Il était grand, réservé, au visage sérieux, quelqu'un qui transmettait plus de dureté que de charme. Dans un empire habitué au charisme de César et à la gloire d'Auguste, Tibère apparaissait comme la version sobre, une figure disciplinée, moins inspirante mais tout aussi efficace. Les Romains, fatigués des guerres civiles et assoiffés de stabilité, accueillirent son accession au pouvoir en l'an 14 de notre ère comme une sorte de soulagement. Cependant, derrière cette façade de sévérité et de contrôle, existaient de profondes fissures que l'histoire déguise souvent sous le terme d'affrontement. Citera infortune personnelle. La mort de son frère Drusus, qu'il aimait avec dévotion, fut la première fracture qui le marqua à vie. Plus tard, un divorce forcé d'avec sa première femme, Vipsania, un seul lien humain qui lui apportait une certaine paix, le plongea dans un ressentiment silencieux. Pour comble, il fut contraint d'épouser Julia, la fille d'Auguste, célèbre pour son libertinage et son mépris envers lui. Le mariage devint un tourment public, une humiliation constante que Tibère supporta en silence, nourrissant en son fort intérieur une rancœur de plus en plus corrosive. La Rome du changement d'air n'était pas un lieu indulgent. C'était un bouillon de rumeurs, une arène où la politique se mêlait à la cruauté et à l'intrigue. Dans ce contexte, Tibère resta un soldat rigide, discipliné, le type d'homme qui préférait les camps militaires en Germanie aux fêtes décadentes du Palatin. Et pourtant, cette même rigidité cachait un abîme. Quelqu'un qui réprime tant ses passions, ses blessures et ses frustrations, finit par trouver un chemin plus sombre pour les libérer. Durant les premières années de son règne, sa performance fut correcte. Il poursuivit les réformes administratives d'Auguste, veilla aux finances publiques, évita les guerres inutiles et, du moins en apparence, maintint une relation respectueuse avec le Sénat. Les chroniqueurs décrivent un prince modéré, calculateur, qui semblait incarner la vertu romaine de la gravitas. Mais le masque commençait à se fissurer. Ceux qui le connaissaient pro de près remarquaient en lui un air sombre, une méfiance croissante envers tous, une mélancolie qui se transformait peu à peu en paranoïa. Le coup définitif arriva en l'an 23 de notre ère avec la mort de son propre fils, également nommé Drusus. Les circonstances étaient suspectes et la blessure émotionnelle dévasta le peu qui restait de sa stabilité intérieure. Dès lors, l'empereur qui avait marché avec ses légions et avait parlé devant le Sénat commença à se retirer du monde, comme si chaque pas en arrière le conduisait vers une obscurité intérieure dont il ne sortirait jamais. La transformation ne fut pas immédiate, mais insidieuse. Rome le considérait encore comme un empereur efficace, mais dans la pénombre de ses chambres et le silence de ses nuits se préparait quelque chose de différent. Un monstre latent, un homme déchiré par les trahisons, les deuils et les humiliations, prêt à se réinventer non pas comme souverain, mais comme bourreau. Le pouvoir absolu devint son refuge et en même temps l'abîme où il tomberait sans rédemption. Au fil des années, il devint évident que Tibère n'était pas un nouvel Auguste. Il n'avait ni la grandeur visionnaire de son père adoptif, ni le magnétisme de Jules César. Ce qui le mouvait n'était pas le désir de gloire, mais un ressentiment de plus en plus profond envers le monde qui l'avait forcé à être quelque chose qu'il n'avait jamais voulu être. Chaque perte personnelle était un rappel que Rome le dépouillait non seulement du bonheur, mais de son humanité. Et c'est là que commence la véritable histoire que nous allons démêler. Comment un homme qui semblait incarner la discipline romaine finit par devenir l'un des symboles les plus sinistres de la dégénérescence impériale. Ce ne fut pas un changement soudain, mais un lent processus de putréfaction morale. Un processus qui révélera comment le pouvoir, lorsqu'il est à la mêlée à des blessures non cicatrisées et à des désirs réprimés, peut donner naissance à un monstre. Rome le célébrait encore comme un prince prudent,
Mais derrière les statuts et les honneurs, l'écho de ces pertes résonnait déjà comme un présage. L'homme qui avait été soldat, époux et père commençait à mourir en silence, pour laisser place à quelque chose de plus sombre. Et cette ombre, à peine née, allait bientôt envelopper non seulement l'île de Capri, mais toute la mémoire d'un empire. La tragédie fut la constante qui modela le caractère de Tibère. Si dans la première partie de sa vie, il fut marqué par la discipline militaire, dans la seconde, il commença à être dominé par le malheur intime. Chaque perte fut comme un ciseau qui sculptait une âme endurcie, jusqu'à la transformer en quelque chose de méconnaissable. Le souvenir de son frère Drusus, mort prématurément, était déjà une plaie ouverte qui ne cicatrisa jamais. À cette blessure s'ajouta, au fil des ans, une encore plus cruelle, la mort de son propre fils, également nommé Drusus, en l'an 23 de notre ère. Les circonstances des œufs de ce décès furent teintées de soupçons dès le début. Rome était un nid de vipères et l'atmosphère respirait le poison de la trahison. On murmurait que Livie, la grand-mère de Drusus, ou même Séjan, le préfet du prétoire qui commençait à accumuler du pouvoir, étaient intervenus dans le destin du jeune homme. Rien ne fut prouvé, mais la graine de la méfiance fut semée pour toujours dans l'esprit de l'empereur. Tibère, qui portait déjà une nature réservée et sombre, sombra dans un océan de paranoïa. La perte d'un fils n'est pas seulement un coup personnel. Dans le contexte romain, c'était aussi un coup politique. Drusus représentait la continuité de la dynastie, la garantie que la lignée julio-claudienne ne resterait pas orpheline. La mort de l'héritier transforma l'avenir en incertitude, et l'incertitude en peur. Pour un empereur, la peur était plus dangereuse que l'épée de l'ennemi. Tibère commença à avoir des ennemis partout, chez les sénateurs, chez ses généraux, chez ses propres membres de famille. Personne n'échappait à son regard méfiant. Psychologiquement, ce moment fut le véritable point de basculement. Si jusqu'alors il avait gardé le masque du souverain modéré, à partir de la tragédie de son fils, ce masque commença à se fissurer. L'empereur, qui avait été capable d'administrer avec justice et prudence, laissa place à un homme qui se méfiait de chaque mot, qui analysait chaque geste comme s'il cachait une conspiration. L'ombre de la trahison devint son obsession, et la trahison, réelle ou imaginaire, la justification de sa cruauté future. Les chroniqueurs de l'époque racontent qu'après la mort de Drusus, Tibère devint de plus en plus inaccessible. Son caractère, déjà difficile, s'endurcit. Il s'enfermait en lui-même, évitait les foules, limitait les audiences. L'empereur qui autrefois avait dirigé des campagnes militaires semblait maintenant fuir la vie publique. C'était comme si la douleur l'avait arraché à la terre et l'avait jeté dans un limbe obscur, un lieu où n'existaient que des souvenirs amers et des soupçons interminables. Dans ce processus d'isolement se trouvait le germe de quelque chose de plus sinistre. Car lorsqu'un homme qui possède le pouvoir absolu se sent trahi et dépouillé de son affection la plus intime, sa vengeance ne se dirige plus vers un individu. Elle se projette sur toute la société. Rome paierait avec le sang et la peur ce que Tibère avait perdu dans la sphère privée. C'est là que le récit prend une nuance presque tragique au sens grec. Le héros marqué par le destin, soumis à des forces qui échappent à son contrôle, finit par incarner sa propre perdition. Le malheur ne le transforme pas en martyr, mais en bourreau. Sa douleur ne génère pas de compassion, mais de la cruauté. Ainsi, Tibère passa d'homme blessé à homme dangereux. La mort de Drusus non seulement scella sa paranoïa, elle ouvrit aussi la porte à la figure de Séjan, qui sut manipuler la vulnérabilité de l'empereur pour tisser son propre réseau de pouvoir. Chaque larme de l'empereur était une brique dans le mur d'influence que Séjan érigeait autour de lui. Mais c'est une histoire que nous verrons plus tard. Pour l'instant, il suffit de comprendre qu'en l'an 23 de notre ère, Rome perdit non seulement un héritier, mais un empereur capable de gouverner avec équilibre. Ce qui émergea ensuite fut un autre Tibère, un homme déchiré, méfiant, obsédé par la trahison, et disposé à s'enfoncer dans une obscurité dont il ne reviendrait jamais. La tragédie personnelle devint tragédie impériale, car lorsque la douleur s'installe dans le cœur de celui qui commande, elle finit par se répandre comme un poison dans tout le corps de l'Empire. Et ce poison commençait déjà à circuler dans les veines de Rome. En l'an 26 de notre ère, Tibère prit une décision qui changerait à jamais non seulement son destin, mais aussi la perception que Rome aurait de lui pour les siècles à venir. Il abandonna la capitale de l'Empire et se retira sur une île face à la baie de Naples, Capri. Officiellement, l'excuse était claire, il cherchait un refuge face aux intrigues du Sénat, un repos bien mérité après des années de gouvernement et de campagne militaire.
Mais derrière cette justification se cachait quelque chose de plus profond et de plus sinistre. Ce que Tibère construisit à Capri n'était pas un lieu de retraite, mais un royaume parallèle, un laboratoire d'excès, un décor où l'interdit trouvait son expression la plus tordue. Capri en soi semblait choisi par le destin pour devenir le symbole de sa dégénérescence. Une île rocheuse, entourée de falaises abruptes qui tombaient comme des lames dans la mer, inaccessible à quiconque n'était pas invité par l'empereur. Du haut de ces rochers, on contemplait une Méditerranée infinie, comme si l'île flottait dans le vide, isolée du monde. Pour Tibère, Capri fut plus qu'un refuge. Ce fut une forteresse naturelle, un mur de pierre qui le séparait de Rome, mais aussi un miroir de son propre isolement, intérieur. Entouré par la mer, personne ne pouvait le juger. Là, l'empereur devint le maître absolu, non seulement du pouvoir politique, mais de la vie et de la mort de ceux qui l'accompagnaient. 12 villas furent érigées sur l'île, chacune un monument à l'opulence et au secret. Ce n'étaient pas de simples résidences, c'était dans des temples de l'excès, des scènes de rituels occultes que les serviteurs n'osaient mentionner qu'à voix basse. La Villa Jovis, la plus imposante, s'élevait comme un palais suspendu entre le ciel et la mer, avec des terrasses qui semblaient en défier l'abîme. De là, Tibère envoyait des lettres et des décrets à Rome, maintenant une apparence de gouvernement à distance, mais en réalité, le vrai pouvoir s'était déplacé vers l'île. Rome avait un Sénat, oui, mais l'Empire ne se décidait plus au Forum, mais dans les chambres cachées de Capri. L'isolement physique de l'île coïncidait avec l'isolement mental de l'empereur. Entouré d'adulateurs, de soldats loyaux et d'esclaves sans voix, Tibère trouva le cadre parfait pour libérer les pulsions qu'à Rome il aurait dû contenir. Le retrait à Capri fut en réalité la libération d'un monstre. Les Romains, habitués aux rumeurs, commencèrent à entendre des histoires de plus en plus inquiétantes. Capri n'était plus un lieu de repos, mais un enfer en miniature. On disait que les nuits étaient remplies de cris étouffés, que les eaux qui entouraient l'île cachaient sans plus d'un cadavre, que les villas brillaient de banquets, où la moralité se désintégrait. Les chroniqueurs antiques, comme Suétone et Tacite, racontent des scènes qui oscillent entre l'incroyable et l'insupportable. Mais il est certain que le simple fait que les Romains les aient crus montre à quel point Capri était devenu un symbole de terreur. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il suffit d'imaginer ce que signifiait que l'empereur, la figure la plus puissante de la terre connue, se retira de la vie publique pour s'enfermer dans une enclave privée. Rome, qui avait vu défiler des héros et des tyrans, n'était pas préparé à un souverain absent qui préférait la compagnie des ombres à celle de son propre peuple. L'île n'était pas seulement une fuite du monde, c'était une déclaration de mépris envers la République mourante et envers l'idée même de gouvernement partagé. À Capri, Tibère cessa d'être un prince du Sénat et se transforma en quelque chose de bien plus redouté, un souverain absolu, caché derrière des murs et des mers, inaccessible, entouré d'une aura de mystère et de violence. Là, ce ne fut pas l'homme qui commença à régner, mais l'ombre, et cette ombre révélerait bientôt à quel point la solitude et le pouvoir peuvent décomposer un être humain. Le retrait de Rome marqua un avant et un après. La capitale resta avec les ruines d'un Sénat craintif et avec les lettres froides de l'empereur absent. Capri, en revanche, devint un centre de corruption où s'incubaient les légendes les plus terribles. Il ne s'agissait plus d'un empereur qui gouvernait de loin, il s'agissait d'un empereur qui avait cessé d'appartenir au monde des hommes pour construire, sur une île isolée, son propre enfer personnel. À Capri, le pouvoir de Tibère prit la forme de pierre et de marbre. 12 villas furent érigées comme des temples profanes dédiés non pas aux dieux, mais aux instincts les plus sombres de l'empereur. Chacune semblait avoir un but spécifique, comme si elles étaient les scènes en milieu d'un théâtre macabre où les acteurs étaient des esclaves, des enfants et des jeunes arrachés à leur foyer, et le seul spectateur à satisfaire était César. La plus célèbre de toutes, la Villa Jovis, dominait l'île du haut d'une falaise. C'était un immense palais avec des colonnes de marbre, des fontaines, des jardins et des terrasses qui plongeaient sur la mer bleue. Mais derrière la majesté architecturale se cachait une atmosphère chargée de secrets. Là, dans des chambres closes, Tibère donnait libre cours à son imagination dépravée.
Les chroniqueurs parlent de fresques obscènes décorant les murs, de sculptures érotiques ramenées de Grèce et d'Orient, de rouleaux de papyrus remplis de scènes interdites, que l'empereur collectionnait comme s'il s'agissait de manuels pour son propre plaisir. La Rome républicaine avait toléré, voire célébré, une vie marquée par l'excès et la sensualité. Les banquets, les jeux érotiques et l'exhibition de libertinage faisaient partie de l'élite. Mais ce que Tibère faisait à Capri n'était pas du libertinage, c'était de l'ingénierie du vice. Il ne s'agissait pas d'un plaisir partagé, mais d'une machinerie soigneusement conçue pour transformer le désir en contrôle, l'intimité en torture. Dans certaines villas, des banquets interminables étaient organisés où le vin coulait à flot et la viande s'amoncelait sur des plateaux d'or. Mais ces banquets n'étaient que l'antichambre. L'empereur observait les invités, sélectionnait ceux qui devaient le divertir et décidait qui vivrait une nuit d'humiliation et qui serait jeté comme un objet cassé. Les échos de ces festins se répandaient dans toute l'île, mêlant rires nerveux, pleurs étouffés et un silence tendu qui semblait envelopper chaque pièce. Dans d'autres villas, les plus petites et isolées, la scène était différente. Là, des spectacles privés étaient préparés, conçus avec une précision quasi théâtrale. Les serviteurs parlaient pendant de jeux dans des piscines souterraines, de couloirs décorés de lampes à huile, projetant des ombres tordues sur les jantés sur les murs, de passages reliant des pièces cochonnes et pièces cachées où personne ne savait ce qui se passait. Chaque espace était conçu pour nourrir l'imagination de l'empereur, pour le surprendre, pour l'entraîner vers de nouvelles formes de dégradation. Le plus perturbant était la participation forcée des plus vulnérables, des jeunes gens venus des provinces, des enfants de familles appauvries, voire des enfants arrachés à leur foyer, étaient instruits pour des rôles spécifiques. Certains étaient formés comme musiciens, d'autres comme danseurs, et d'autres encore à des compétences plus sombres que le langage de l'époque osait à peine nommer. Les chroniqueurs utilisaient donc des métaphores, poissons, courants, jeux aquatiques. Mais derrière ces mots doux se cachait une vérité brutale. L'enfance devenait un instrument de plaisir, et l'innocence était sacrifiée sur des autels de marbre. Les nobles romains, habitués à la décadence, étaient donc déconcertés lorsqu'ils entendaient les rumeurs. Car même dans une société qui tolérait la prostitution, l'orgie et le déchaînement, ce qui se passait à Capri, dépassaient toutes les limites connues. Ce n'était pas seulement l'excès, c'était la froideur avec laquelle l'empereur transformait des êtres humains en pièces d'un échiquier, sans nom ni dignité, comme s'il s'agissait de jouets jetables. Capri se transforma en un microcosme de pouvoir absolu, une île où n'existait ni loi, ni sénat, ni tradition qui limitât César. Là, Tibère n'était pas l'empereur de Rome. Il était un dieu sombre qui jouait avec des vies humaines. Et chaque villa, chaque pièce, chaque mosaïque peinte de scènes obscènes rappelait que l'homme qui avait commencé sa carrière comme général discipliné s'était transformé en un tyran dont le plaisir consistait à détruire ce qu'il touchait. Ainsi, les villas de Capri devinrent des symboles d'un empire malade, des monuments non pas à la gloire, mais à la corruption. Des autels, non pas à l'honneur, mais à la perversion. Et dans ce décor de marbre et de sang commença à se forger la partie la plus sombre de la légende de Tibère. Dans les cavernes humides et les piscines construites au pied des falaises de Capri, Tibère créa un monde parallèle, où l'innocence devenait un instrument de dégradation. C'est là qu'apparut la figure la plus perturbante de tout son règne, les soi-disant petits poissons. Les chroniqueurs anciens comme Suétone racontent avec des mots chargés d'ambiguïté que ces enfants étaient entraînés à nager autour de l'empereur, à le frôler, à le divertir dans des rituels qui unissaient l'eau au désir, la pureté naturelle à la corruption la plus absolue. Le mot petit poisson a déconcerté les historiens pendant des siècles. Certains l'interprètent comme un euphémisme, d'autres comme une métaphore inventée pour adoucir l'insupportable. Mais ce qui est clair, c'est que derrière cette image innocente de petits nageurs se cachait une vérité terrifiante. Des mineurs contraints de participer à des spectacles dépravés, entraînés comme des animaux de cirque, réduits à des objets dans le jeu privé de César. L'île de Capri, entourée d'une mer qui brillait comme du cristal sous le soleil, devint le théâtre d'un contraste effrayant, tandis que les vagues caressaient les rochers avec sérénité, dans les grottes souterraines résonnaient en des rires forcés et des cris étouffés.
L'eau, symbole de vie et de purification dans tant de cultures, se transformait à Capri en un élément de corruption, un miroir où se reflétait la perversion du pouvoir. Les petits poissons n'étaient pas un simple caprice, ils faisaient partie d'un système soigneusement conçu pour nourrir l'imagination de Tibère. Chaque geste était répété, chaque mouvement calculé pour complaire à l'empereur. Les enfants étaient sélectionnés pour leur apparence, séparés de leurs familles et soumis à un entraînement qui anéantissait toute trace de volonté. C'étaient donc des corps transformés en instruments, des âmes arrachées becrant à leur enfance. Le plus inquiétant est que, selon certaines sources, Tibère faisait référence à ces jeux avec un ton presque cynique, comme s'il s'agissait d'innocents divertissements aquatiques. L'empereur jouait avec les mots comme il jouait avec les vies. Cette capacité à déguiser l'atrocité sous des termes doux non seulement cachait la cruauté, mais l'amplifiait. Car en nommant « jeu » ce qui était en réalité un abus, il dépouillait les victimes même du droit d'être reconnues comme telles. Dans une société romaine qui tolérait déjà la prostitution enfantine et l'esclavage, ce que faisait Tibère dépassait toutes les limites imaginables. Ce n'était pas le libertinage du peuple, ni la décadence des banquets aristocratiques. C'était un système institutionnalisé, organisé depuis le sommet du pouvoir. Ce qui à Rome pouvait être toléré comme un vice privé, à Capri devenait une politique d'État, car elle émanait directement de l'empereur. Certains serviteurs, terrifiés, laissèrent des témoignages anonymes qui, avec le temps, parvinrent aux oreilles des chroniqueurs. On parlait d'enfants si jeunes qu'ils savaient à peine parler, forcés d'entrer dans des piscines glacées, pour divertir Tibère. D'autres étaient entraînés à exécuter des danses aquatiques, transformées en un spectacle grotesque où la grâce naturelle du corps enfantin était exploitée jusqu'à l'indicible. Le paradoxe était monstrueux, tandis qu'à Rome, des statues de Tibère étaient érigées en protecteur de la patrie. À Capri, le même homme se plongeait dans des rituels de corruption qui détruiraient à jamais sa mémoire. Le contraste entre l'image publique et la vie secrète devint une plaie ouverte dans l'imaginaire romain. L'eau de Capri, qui devait symboliser la fraîcheur et la pureté, se chargea d'un symbolisme sombre. Là, il n'y avait ni nettoyage ni rédemption, seulement l'écho d'une enfance brisée. Et chaque fois que l'empereur se plongeait parmi ces petits poissons, il s'enfonçait aussi dans l'abîme moral dont il ne sortirait plus jamais. Si les petits poissons représentaient la chatte à la facette ludique et grotesque des obsessions de Tibère, les Spintria étaient la matérialisation d'un système beaucoup plus organisé et pervers. Sous ce nom énigmatique, qui provoque encore aujourd'hui des frissons chez les historiens, se cachait une institution secrète dédiée à l'entraînement de jeunes gens pour qu'ils deviennent des serviteurs exclusifs du désir impérial. Ce n'étaient pas des esclaves ordinaires, ni des concubins improvisés, c'étaient des créatures modelées dès l'enfance dans un seul but, réduites à des objets de gratification dans une expérience qui transforma la perversion en discipline. Les sources anciennes parlent d'enfants et d'adolescents arrachés à leur famille, vendus par des parents désespérés ou enlevés dans les provinces les plus reculées de l'Empire. Une fois à Capri, ils perdaient leur identité, leur nom et même leurs souvenirs. La seule chose qu'ils conservaient était un corps qui ne leur appartenait plus. Là, dans les villas cachées derrière des murs de marbre et des jardins parfumés, commençait l'entraînement. Ils apprenaient à obéir sans broncher, à sourire même s'ils étaient à la brisée, à exécuter des gestes et des actes que la langue latine n'avait même pas de mots pour décrire. Le terme spintria devint synonyme de l'innommable. Il était si chargé d'infamie que dans la Rome postérieure, on osait à peine le mentionner. C'était comme si toute une langue avait été corrompue, et, ne pouvant supporter le poids de cette corruption, la société optait pour le silence. Ce silence, et c'est peut-être la preuve la plus forte que ce qui se passait à Capri n'était pas une simple rumeur, mais une blessure collective si profonde qu'elle se transmit de génération en génération comme un écho de terreur. L'existence des Spintria révèle également quelque chose d'essentiel. Tibère n'agissait pas seul. Pour maintenir cette machinerie dépravée, il avait besoin de complices. Nobles, officiers et serviteurs participaient au recrutement et à l'entraînement. Certains parents, aveuglés par l'ambition, offrirent leurs propres enfants comme monnaie d'échange pour obtenir des faveurs impériales. D'autres, craignant de perdre leur position, se taisaient et collaboraient, convaincus que le silence était la seule garantie de survie. La corruption ne se trouvait pas seulement chez l'empereur, mais dans tout un réseau qui acceptait la dégradation comme prix du pouvoir.
La routine des Spintria était conçue pour annuler toute humanité. Ils vivaient isolés, sans contact avec l'extérieur, obligés de répéter des scènes et des rituels inventés par l'esprit de l'empereur. La punition pour désobéissance était brutale, des coups jusqu'aux disparitions définitives. Ceux qui survivaient étaient marqués pour toujours, des corps qui semblaient en jeunes, mais des âmes vieillir par l'horreur. Et ceux qui ne satisfaisaient plus les caprices de César étaient impitoyablement écartés, parfois jetés des falaises de Capri, où les gardes s'assuraient en fait que personne ne survive. Le plus perturbant est que ce système n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique. Tibère collectionnait des textes érotiques de Grèce et d'Orient, des statuettes obscènes, des fresques avec des scènes dépravées. Tout cela servait d'inspiration, pour créer de nouvelles formes de dégradation. C'était comme si Capri était devenu un temple inversé, un lieu où le sacré n'était pas la vertu, mais la corruption. Les Spintria étaient les prêtres involontaires de ce culte pervers, et Tibère leur dieu sombre. Pour Rome, la nouvelle que son empereur avait institué quelque chose de semblable fut dévastatrice. Même dans une société habituée au libertinage, l'idée d'enfants et d'adolescents transformés en instruments sexuels sur ordre direct de César était trop. Ce qui se murmurait auparavant comme une rumeur devint une certitude. L'homme qui devait protéger l'Empire avait créé sur une île isolée l'école du démon. Tel fut le véritable héritage des Spintria. Démontrer que le pouvoir absolu non seulement détruit celui qui le détient, mais peut transformer tout un système en complice du mal. Et Capri, avec ses villas resplendissantes et ses passages sombres, resta marqué à jamais comme le lieu où l'enfance fut sacrifiée au nom du plaisir impérial. Si le corps était un jouet à Capri, l'âme devint le tableau de chasse préféré de Tibère. L'empereur ne se contentait pas de satisfaire ses instincts physiques. Il trouvait un plaisir encore plus grand à déchirer l'esprit et l'âme de ceux qui l'entouraient. C'était un maître du tourment psychologique, un bourreau qui savait que la souffrance la plus profonde ne jaillit pas toujours de la chair déchirée, mais de l'humiliation et du désespoir. Les chroniqueurs narrent des scènes effrayantes, des condamnés à mort à qui, au dernier moment, Tibère accordait la clémence pour la retirer quelques jours plus tard, prolongeant ainsi l'agonie d'une attente insupportable. Le supplice n'était pas le tranchant de l'épée, mais l'incertitude, la lente torture de l'espoir détruit. Parfois, il obligeait des pères à assister à l'exécution de leurs enfants. Non content du spectacle, il les forçait même à participer activement, à tenir la corde, à donner l'ordre final. Dans ces instants, Tibère contemplait la déchirure de la paternité transformée en instrument de mort. La loyauté, dans sa logique tordue, ne pouvait se manifester que par la trahison la plus atroce, détruire de ses propres mains ce que l'on aime le plus. Un sénateur, raconte-t-on, fut contraint d'assister aux banquets impériaux quelques jours seulement après l'exécution de son fils. Tandis que la musique jouait et que les coupes de vin débordaient, l'homme devait feindre un sourire, cacher son deuil sous un visage complaisant, car montrer de la tristesse risquait d'être accusé de trahison. Cette exigence de masque constant transforma la cour en un théâtre de la cruauté, où chaque geste était surveillé et chaque émotion authentique pouvait coûter la vie. Tibère appréciait ces jeux comme un artiste cruel qui perfectionne son œuvre. La torture n'était pas un moyen, mais une fin en soi. Son sadisme se nourrissait de la peur collective, de l'humiliation publique, de la certitude que personne n'était en sécurité. Les méthodes de tourment devinrent de plus en plus imaginatives. Des victimes sont forcées de boire des quantités impossibles de vin avant que leur corps ne soit attaché et lacéré. Des prisonniers condamnés à des morts lentes conçues non seulement pour punir, mais pour exhiber l'impuissance absolue de ceux qui tombaient entre ses mains. Le plus perturbant était que ces actes ne se déroulaient pas en secret. Tibère voulait que cela se sache, que la rumeur se répande dans Rome comme un poison. La peur était son arme politique la plus puissante. Chaque citoyen, chaque sénateur, chaque soldat devait vivre avec la conviction que l'empereur pouvait voir dans n'importe quel geste un signe de trahison. Et cette paranoïa, transformée en instrument de gouvernement, plongea l'Empire dans une atmosphère de terreur constante. La ligne entre gouvernement et sadisme s'estompa complètement. Ce qui, chez d'autres tyrans, pouvait être considéré comme une punition, chez Tibère était un spectacle. La cruauté cessa d'être un outil de contrôle pour devenir un plaisir personnel. L'Empire entier devint son théâtre, et la souffrance humaine son divertissement préféré. Rome, qui avait autrefois été le cœur fier de la République,
finit transformée en une cage de silence, où tous apprirent à sourire, tout en saignant intérieurement. Et ce silence, plus que les épées, fut le véritable triomphe de l'empereur. Durant les premières années de son règne, Tibère avait maintenu le Sénat dans un équilibre délicat. Il ne l'exaltait pas trop, mais ne le méprisait pas non plus ouvertement. Cependant, après son retrait à Capri, cet organisme qui fut jadis la fierté de la République finit par devenir une ombre de lui-même. Le Sénat romain, qui avait dicté des lois, débattu avec passion et décidé du sort de la République la plus puissante de l'histoire, n'était plus qu'un cœur d'homme tremblant, terrifié à l'idée d'être la prochaine victime du soupçon impérial. La transformation fut brutale. Chaque mot prononcé dans la curie pouvait se transformer en une arme contre l'orateur lui-même. Un geste, une expression, même un silence prolongé suffisait à éveiller les soupçons. L'Empire entier était infesté de délateurs, d'informateurs professionnels qui s'enrichissaient en signalant de prétendus signes de déloyauté. Une simple accusation était pratiquement une condamnation à mort, car Tibère accordait rarement des absolutions. Les procès pour trahison se multiplièrent de manière grotesque. Le Sénat, au lieu de résister, devint complice de la terreur. Les sénateurs rivalisaient pour montrer une loyauté plus servile, condamnant des collègues sans preuves solides, approuvant des confiscations qui remplissaient leur cuisine les coffres de l'État et leurs propres poches. Chaque condamnation n'était pas seulement un acte de peur, mais aussi une opportunité d'obtenir des avantages matériels. Ainsi, la terreur devint un commerce et la politique une mascarade sanglante. L'atmosphère de la curie était suffocante. Là où résonnaient autrefois les discours d'illustres orateurs, régnait maintenant un silence sépulcral. Les rares qui osaient en parler le faisaient pour aduler l'empereur absent, inventant des honneurs, des temples et des statues en son nom. C'était un théâtre grotesque, des hommes feignant la vénération tout en cachant la panique dans leurs yeux. Le Sénat ne légiférait plus, ne débattait plus, il obéissait. Le plus ironique est que Tibère jouissait de ce spectacle à distance. De Capri, il envoyait des lettres froides chargées de sarcasme dans lesquelles il encourageait parfois la persécution et d'autres fois feignait la clémence. L'effet était dévastateur, personne ne savait à quoi s'attendre, et cette incertitude était pire qu'un décret clair. La menace constante d'un mot mal interprété maintenait tout le Sénat sous une pression insupportable. La décadence morale du Sénat reflétait la corruption de l'Empire entier. L'institution qui avait façonné la gloire de Rome était maintenant pourrie jusqu'aux os, réduite à une assemblée d'hommes sans voix, dont la seule fonction était de légitimer la paranoïa de César. Cet effondrement ne fut pas seulement politique, mais aussi symbolique. Avec le Sénat brisé, Rome perdait pour toujours l'illusion d'être une république sous le masque de l'Empire. La terreur de Tibère avait réussi ce qu'aucune invasion étrangère n'avait accompli, briser l'esprit du Sénat. Et cette fracture laisserait des cicatrices qu'aucune génération postérieure ne parviendrait à effacer. Rome, qui s'était autrefois enorgueillie de sa liberté, apprit à vivre à genoux sous le poids d'un empereur qui préférait la cruauté au gouvernement. Au milieu du vide de pouvoir laissé par le retrait de Tibère à Capri, une figure émergea des ombres et devint le véritable maître de Rome, Lucius Aelius Sejanus, préfet du prétoire. Ces gens n'étaient ni un noble illustre, ni un héritier d'une ancienne lignée. C'était un homme fait par lui-même, ambitieux, astucieux et sans scrupules, qui comprit mieux que quiconque comment survivre et prospérer dans le climat de paranoïa qui entourait l'empereur. Sa première manœuvre fut de transformer la garde prétorienne en une force centralisée et puissante, concentrant à Rome des milliers d'hommes armés qui ne répondaient qu'à son commandement. Ce qui avait été auparavant une unité de protection impériale devint une armée privée, un instrument d'intimidation qui plaçait ces gens au cœur de la politique. L'empereur étant isolé à Capri, c'était le préfet qui décidait qui vivait, qui mourait et qui pouvait approcher le pouvoir. Ces gens sut lire les blessures de Tibère et les exploiter avec une précision chirurgicale. Il lui présentait des rapports manipulés, nourrissait sa paranoïa avec des rumeurs de conspiration et lui offrait des solutions brutales, purge, exécution, accusation de trahison. Chaque ennemi éliminé renforçait ces gens, et chaque lettre envoyée de Capri portait la signature d'un empereur qui lui faisait aveuglément confiance. Rome commença à craindre davantage le préfet que César lui-même. Pendant des années, ces gens exerça un pouvoir quasi absolu. Sénateurs, magistrats et généraux s'inclinaient devant lui, sachant qu'affronter le préfet équivalait à une condamnation à mort.
Son influence s'étendait jusqu'à la vie privée de l'empereur. On murmurait qu'il aspirait même à épouser une princesse de la dynastie, consolidant ainsi sa position de successeur de facto. L'idée qu'un homme sans sang noble puisse devenir empereur était impensable à Rome, et pourtant, sous la terreur de Tibère, cette possibilité semblait réelle. Mais l'ambition de ces gens s'avéra être sa perte. Comme Icare, il vola trop près du soleil. Son pouvoir croissant éveilla des soupçons même chez l'empereur le plus paranoïaque de tous. Tibère, qui lui avait fait confiance pendant des années, commença à le percevoir comme une menace. Et quand Tibère voyait une menace, il n'hésitait pas à la détruire avec la même cruauté qu'il avait appliquée à tant d'autres. En l'an 31 de notre ère, de la distance de Capri, l'empereur orchestra la chute de son propre bras droit. Séjan fut arrêté de manière soudaine au Sénat, dans un coup de théâtre digne d'une tragédie. L'homme qui avait gouverné Rome au nom de l'empereur fut traîné en prison et exécuté avec brutalité. Ses partisans furent chassés comme des bêtes, ses alliés éliminés dans une vague de sang qui se répandit dans toute la ville. La purge fut impitoyable. Des centaines d'hommes et de femmes liés à ces gens furent exécutés. Des familles entières furent anéanties. Les enfants de ces partisans furent tués avec leurs parents. La cruauté atteignit un paroxysme monstrueux lorsque la jeune fille de ces gens encore vierge fut livrée au bourreau pour être violée avant d'être exécutée, car la loi romaine interdisait l'exécution des vierges. La loi, au lieu de la protéger, fut tordue pour légitimer un acte encore plus atroce. Avec la chute de ces gens, Tibère démontra une fois de plus que dans son empire, aucune loyauté n'était possible. Le préfet, qui avait été son confident et complice dans la répression, finit dévoré par le même système de terreur qu'il avait lui-même contribué à construire. Le message resta gravé dans la mémoire de Rome. Sous Tibère, même la main qui tenait le couteau pouvait devenir victime de la même lame. L'histoire de ces gens est un reflet de l'Empire lui-même, construit sur l'ambition, soutenu par la violence et condamné à se détruire de l'intérieur. Rome apprit qu'à côté d'un monstre, on ne peut pas prospérer. Tôt ou tard, on finit par être dévoré par ses crocs. Lorsque Tibère entra dans la soixantaine, il ne restait plus aucune trace du général imposant qui avait marché avec ses légions en Germanie, ni du prince qui avait jadis incarné l'espoir de Rome. Ce qui restait était une figure grotesque, un corps marqué par la décadence physique et un esprit rongé par la paranoïa. Les sources anciennes décrivant son visage couvert de plaies, des pustules qui déformaient ses crânes, ses traits, jusqu'à le rendre méconnaissable. Il marchait comme une ombre malade, et sa seule présence éveillait plus de répulsion que de respect. Mais le plus terrible n'était pas son aspect, mais son esprit. Tibère vivait obsédé par la mort. Il consultait des devins, quotidiennement, craignant chaque présage, interprétant tout signe comme l'annonce de sa fin. Chaque rêve devenait un avertissement. Chaque geste de ses courtisans un complot. Il exécutait sans hésiter quiconque insinuait, même avec des mots vagues, que son temps était compté. C'était un vieillard qui, au lieu de chercher du réconfort dans la vieillesse, s'accrochait au pouvoir avec des griffes ensanglantées. De temps en temps, il quittait Capri et effectuait de brefs voyages sur le continent. C'était comme des excursions qui plongeaient dans la panique les communautés qui l'accueillaient. Les rumeurs de ses excès s'étaient répandues dans tout l'Empire, et partout où il arrivait, les familles en ça cachaient leurs enfants, craignant le regard prédateur de l'empereur. Son arrivée était comme une peste. Les temples étaient entièrement décorés à la hâte, les rues se remplirent d'offrandes, mais sous la surface, tous aspiraient à ce qu'il reparte au plus vite. L'isolement prolongé l'avait transformé en un spectre. Il s'enfermait en lui-même, entouré de quelques serviteurs et bourreaux loyaux. Sa diète de rumeurs, d'être ensommeillé de peur et de superstition, le maintenait dans un état de délire permanent. Il ne gouvernait plus un empire, il gouvernait des fantômes, fantômes de conspirations, de trahisons imaginaires, d'ennemis invisibles. Et pourtant, son pouvoir était réel et létal, car chacune de ses suspicions se traduisait par des exécutions sanglantes. Rome voyait son empereur vieillir, mais ne pouvait s'en libérer. Le Sénat, transformé en un chœur d'adulateurs, craignait de prononcer ne serait-ce qu'un mot sur sa fragilité. Personne n'osait parler de succession, car suggérer que Tibère était proche de la mort était, en soi, une trahison. Ainsi, l'Empire resta pris dans une attente étouffante, surveillant chaque respiration du vieux monstre, se demandant chaque jour s'il serait encore en vie le lendemain. La décadence physique de l'empereur devint une métaphore de son âme. Sa peau ulcérée reflétait la pourriture d'un pouvoir exercé sans limite.
son obsession de la mort, la conscience torturée de quelqu'un qui savait, au fond, que son héritage serait la haine et non la gloire. Tibère n'était plus un homme, ni même un empereur. C'était un cadavre vivant, un spectre qui s'accrochait au trône, tandis que son corps et son esprit s'effondraient dit-il lentement. Les dernières années de son règne furent un lent défilé de paranoïa, de cruauté et de décomposition. Le monstre qu'il avait construit à Capri vivait maintenant en lui-même, le rongeant de l'intérieur. Et tandis que Rome retenait son souffle, attendant la fin, Tibère s'enfonçait chaque jour davantage dans sa propre obscurité, devenue l'image vivante de ce qui arrive lorsque le pouvoir absolu dévore son porteur. Le 16 mars de l'an 37 de notre ère, l'inévitable arriva enfin. Tibère mourut. La nouvelle se propagea dans Rome comme un éclair, et ce qui suivit ne fut ni un deuil solennel, ni des cérémonies empreintes de respect, mais une explosion de joie populaire. Le peuple, qui avait vécu pendant des années sous le poids de son ombre, se lança dans les rues avec un cri unanime. « Wukomeitran » Au Tibre avec Tibère, ces mots n'étaient pas seulement une insulte. Ils étaient sans la plus grande déshonneur imaginable dans la tradition romaine, une condamnation réservée aux criminels, pas aux empereurs. La haine accumulée pendant des décennies se déchaîna comme une tempête. Des foules célébraient sa fin, dansaient, trinquaient, comme si la ville avait été libérée d'une peste. La capitale de l'Empire, qui avait supporté la peur et le silence, se transforma en un carnaval de libération. Là où l'empereur avait semé la terreur, fleurissait maintenant le mépris le plus absolu. Le Sénat, qui pendant des années avait été un complice soumis, se trouva face à un dilemme. Un instant, les sénateurs hésitèrent à lui accorder les honneurs divins que d'autres empereurs avaient reçus. C'était un rejet chargé de symbolisme. Refuser la déification de Tibère, c'était lui refuser une place parmi les dieux, le bannir non seulement de la mémoire politique, mais aussi de l'éternité. Rome, pour la première fois, semblait prête à condamner officiellement son propre César. Cependant, la politique s'imposa à nouveau. Caligula, son successeur et héritier, intervint pour s'assurer que Tibère reçoive les cérémonies funéraires officielles. Ce fut des funérailles froides, dépourvues de la sincérité qui avait accompagné la mort d'Auguste. Il n'y eut pas de pleurs sincères, pas de vrai deuil. Les rites furent accomplis parce qu'ils devaient l'être, non parce que quiconque souhaitait honorer sa mémoire. C'était un théâtre vide, une mascarade destinée à clore une période d'horreur. Le contraste était brutal. Tandis qu'au Sénat on récitait des discours formels, dans les rues le peuple maudissait son nom. Les Romains ne voulaient pas se souvenir de lui comme d'un empereur, mais comme d'un monstre. Son cadavre fut traité avec les apparences de dignité, mais son esprit était déjà condamné à l'infamie. Ce que Rome fit clairement comprendre par sa réaction, c'est que Tibère n'avait pas gouverné comme un prince, mais comme un tyran dont le seul héritage était la peur. Et lorsque la peur disparut, ce qui resta fut un vide rempli de rage et de mépris. Sa mort n'inspira pas de tristesse, mais du soulagement. Elle ne généra pas de révérence, mais de la dérision. Ainsi se termina la vie d'un homme qui avait commencé son chemin comme général respecté et termina son règne comme symbole de corruption et de cruauté. Et dans cette fin, au milieu des célébrations et des malédictions, la vérité la plus cruelle de toutes fut révélée. Tibère n'avait pas seulement détruit sa propre âme, mais il avait appris à Rome qu'un empereur pouvait être haï avec la même intensité que celle avec laquelle ses prédécesseurs avaient été vénérés. La mort de Tibère n'effaça pas les cicatrices qu'il avait laissées à Rome. Sa disparition physique libéra le peuple de son ombre immédiate, mais le poison de son règne resta imprégné dans les institutions, dans la politique et surtout dans la mémoire collective de l'Empire. Le plus dévastateur de son héritage ne fut pas seulement les corps détruits à Capri, ni les victimes ravagées par les procès de trahison, mais la certitude que Rome ne put jamais oublier. Son empereur pouvait être un monstre. Le Sénat, jadis fier gardien de la République, fut codé. Fond basique d'ositure le fut brisé pour toujours. Ce qui avait été un espace de débat et de liberté dégénéra en un théâtre de servilité, une saucène où la peur dictait chaque mot. La pratique des procès pour trahison, les dénonciations des délateurs, la confiscation des biens comme outil politique, tout cela, instauré sous Tibère, devint un modèle répété par les empereurs les plus cruels qui viendraient après. La blessure institutionnelle était profonde et presque impossible à refermer. Le peuple romain, qui avait célébré la mort de son empereur, hérita d'une leçon amère.
Le pouvoir absolu non seulement pouvait corrompre, mais il pouvait déshumaniser. Tibère montra que l'Empire pouvait reculer au lieu d'avancer, que le progrès n'était pas une ligne ascendante inévitable, mais une illusion fragile qui pouvait s'effondrer en un instant. L'espoir que le système impérial garantirait ordre et prospérité se fissura pour toujours. Les chroniqueurs, de Suétone à Tacite, conservèrent sa mémoire comme un avertissement. Ils ne le décrivirent pas avec la grandeur solennelle réservée à Auguste, ni avec la gloire militaire de César, mais avec un ton chargé d'horreur. Tibère entra dans l'histoire comme un symbole de ce qui arrive lorsqu'un homme blessé, rancunier et paranoïaque reçoit le pouvoir sans limite d'un dieu. Rome ne voyait pas en lui un empereur, elle voyait en lui son propre reflet, le plus sombre. L'écho de Capri persista pendant des générations. L'île, avec ses villas en ruine, resta marquée comme le théâtre d'un enfer terrestre, un lieu où l'enfance fut sacrifiée au nom du plaisir impérial. Le mot spantria, chargé de honte, demeura un tabou. Le souvenir des orgies, des falaises de tachées de sang, des jeux dépravés avec les petits poissons, se transmit comme un avertissement de jusqu'où l'humanité peut descendre lorsque le pouvoir manque de limites. En fin de compte, le plus grand crime de Tibère ne fut pas seulement contre les victimes directes de sa folie, mais contre l'espoir même. Il vola à Rome la foi en son destin, en l'idée que la civilisation avançait vers une grandeur inévitable. Il démontra que même l'empire le plus puissant du monde pouvait pourrir de l'intérieur, non par des invasions étrangères, mais par les démons personnels d'un seul homme. Tibère fut, en définitive, l'incarnation d'un message sombre. Le mal à cette échelle n'est jamais l'œuvre exclusive d'un individu, mais d'un système entier qui le tolère, l'alimente et le normalise. Son règne montra que lorsque la société se tait, lorsque les institutions se soumettent, lorsque la peur remplace l'honneur, alors le monstre non seulement naît, il gouverne. Le souvenir de Tibère n'inspire ni admiration ni respect. Il inspire l'horreur. Et cette horreur est son véritable héritage. Un rappel éternel que le pouvoir sans conscience n'élève pas, mais détruit, corrompt et transforme les hommes en bêtes. Rome l'a pris trop tard, et le monde entier continue de lire son histoire comme un avertissement sur les profondeurs de la méchanceté que peut abriter le cœur humain.